Président, merci. Je voudrais d'abord remercier à mon tour Laurence pour ce magnifique colloque dans lequel j'ai appris énormément de choses et dans lequel on apprend beaucoup de choses et qui est absolument passionnant d'un point de vue intellectuel et qui, j'espère, débouchera en plus sur des propositions à la fin écrites qui pourront donner des idées à nos législateurs, à nos juges, à nos chefs d'État et de gouvernement. Alors, vouloir s'interroger sur la contribution des juridictions internationales à l'application effective du droit de l'environnement, ça aurait été, il y a 15-20 ans, au mieux été considéré comme une proposition totalement idéaliste, au pire comme une manifestation d'une méconnaissance totale des enjeux du droit de l'environnement. Presque aucune affaire concernant la protection de l'environnement avait été portée devant une cour ou un tribunal international, et l'on s'accordait généralement pour considérer que le recours au juge était considéré comme inadapté aux réalités environnementales. Pour répondre aux besoins de mécanismes destinés à renforcer l'efficacité du droit, la doctrine dans son ensemble appelait au renforcement de mécanismes non juridictionnels et tout particulièrement aux mécanismes de non-respect, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont tournés davantage vers la facilitation que vers la sanction. Les temps ont toutefois changé. Les temps ont changé d'abord peut-être à cause de l'échec du protocole de Kyoto qu'on a attribué en partie au moins au rejet par certains États de sa procédure de non-respect. Ensuite, et certainement surtout, parce que les juridictions internationales, les tribunaux internationaux ont été saisis de cas, d'affaires, de demandes qui, finalement, ont été relativement nombreuses au cours des dernières années. 5 affaires ont été tranchées par la Cour internationale de justice depuis 2010. Plusieurs affaires ont été soumises à l'arbitrage. Elles sont mentionnées sur mon diapo. Le tribunal international du droit de la mer a eu par ailleurs à se prononcer sur des demandes d'avis consultatifs en 2011, puis en 2015, du moins la Chambre des fonds marins du tribunal d'abord, puis le tribunal dans sa formation plénière en 2015. On l'a rappelé, il a été saisi d'une nouvelle demande d'avis en décembre dernier par la Commission des petits États insulaires à propos des obligations des États en matière climatique. La Cour internationale de justice on l'a aussi rappelé, a été saisie d'une demande d'avis consultatif le mois dernier sur les obligations des États concernant les changements climatiques. Et entre-temps, Ricardo en a parlé, le 9 janvier, un avis a été demandé à la Cour interaméricaine des droits de l'homme par la Colombie et le Chili concernant l'urgence climatique et les droits humains. Elle avait préalablement rendu un avis sur l'environnement et les droits humains à la demande de la Colombie en 2017, on en a déjà parlé. À cela, il faut ajouter que des plaintes et requêtes individuelles ont été déposées devant des organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels de garantie des droits de l'homme qui, au-delà de la question des changements climatiques, ont vu augmenter très sensiblement le nombre des actions individuelles dans lesquelles sont allégués des dommages à l'environnement. Dans ce contexte renouvelé, dans ce climat de sollicitation croissante du juge international, la question se pose désormais de savoir si le recours aux juridictions internationales est de nature à contribuer au renforcement de l'efficacité du droit international de l'environnement. À cette question, une réponse nuancée, me semble-t-il, doit être apportée. Je vous propose une réponse qui tient en 2 affirmations que j'expliciterai successivement. La première est que les juridictions internationales pèsent sur l'application effective du droit de l'environnement lorsqu'elles statuent sur des différends relatifs à l'application des règles internationales de protection de l'environnement, mais que cette contribution du juge international, sans être négligeable, demeure limitée. La seconde est qu'indirectement,
du fait d'un dialogue des juges et du ruissellement des solutions jurisprudentielles jusqu'au juge national, la contribution des juridictions internationales est significative et est appelée, je crois, à s'amplifier. D'abord, c'est ma première affirmation, le juge est à l'évidence gardien de l'application effective du droit lorsque, saisi par la voie contentieuse, il est appelé à se prononcer sur le respect par un État de ses obligations. Quoiqu'il n'existe pas en droit international de voie d'exécution forcée, comme il en existe en droit interne, l'autorité de droit, comme de fait de ces jugements, favorise très certainement la réalisation d'obligations que le juge a considérées comme ayant été méconnues. On ne peut pourtant pas voir dans les procédures contentieuses internationales un remède évident à cette faible efficacité endémique du droit international de l'environnement, pour la raison que la sollicitation du juge international et au contentieux, quoiqu'elle soit plus fréquente, se heurte à des obstacles qui empêchent d'en voir un véritable remède. Ceci est particulièrement vrai pour le contentieux interétatique. Les perspectives sont sans doute plus ouvertes pour le contentieux devant les juridictions internationales des droits humains, c'est ce que je verrai successivement. S'agissant en premier lieu du contentieux interétatique, l'observation observée du nombre des affaires ne doit pas dissimuler le fait que les États sont, en matière environnementale peut-être plus qu'ailleurs, sinon réticents, du moins d'une extrême prudence, quand il s'agit de recourir à un juge ou à un arbitre. En ce domaine, il est très rare qu'ils consentent au règlement juridictionnel de leur règlement par traité. Dans la très longue liste, Sandrine l'a rappelé ce matin, des conventions multilatérales de protection de l'environnement, tant universelles que régionales, on peut tout au plus trouver 3, 4 traités qui comportent une véritable clause compromissoire. Les autres renvoient à une décision ultérieure des parties ou à des mécanismes non juridictionnels. Les États n'agissent pas non plus, pas davantage sur le fondement de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la Cour de justice, qui leur permet de conférer une juridiction obligatoire à la Cour, puisque la seule affaire jusqu'à présent qui a été tranchée par la Cour, c'est l'affaire de la baleine en 2014. Au cours des 3 dernières décennies, seuls 2 cas ont été tranchés sur la base d'un compromis. L'affaire Gapchikabo-Najimaros en 1997, l'affaire Rindfer en 2005, mais il faut souligner que dans ces 2 cas, les aspects environnementaux étaient finalement très accessoires par rapport aux autres aspects qui étaient demandés, sur lesquels il était demandé au juge de statuer. Les autres affaires qui sont mentionnées là ont été portées devant un tribunal arbitral sur la base d'une clause compromissoire d'un traité dont l'objet n'est pas la protection de l'environnement et ne concernait en réalité qu'accessoirement le droit de l'environnement. En bref, le contentieux interétatique en matière environnementale est exceptionnel et je ne crois pas qu'il soit appelé à se développer très sensiblement au cours des prochaines années, même si on peut le souhaiter, mais ça m'étonnerait qu'il en aille ainsi. Il en va en revanche différemment devant les juridictions internationales des droits humains. Il faut rappeler, et Macan en parlait un peu ce matin, que l'établissement d'un lien entre environnement et droits de l'homme à partir des années 70 n'avait pas en soi pour but de favoriser l'application du droit international de l'environnement. La consécration progressive d'un droit à un environnement sain par la jurisprudence et par les traités, Charte africaine, Convention américaine, s'est faite au bénéfice des personnes placées sous la juridiction des États parties aux conventions de protection des droits humains et non pour la prévention de dommages transfrontières, de dommages globaux. Ce n'est finalement que très récemment que la pratique des organes des droits de l'homme a donné à la protection de l'environnement, que la pratique des organes des droits de l'homme a donné à la protection de l'environnement par les droits humains une dimension internationale, réellement internationale,
qui y intègre les dommages transfrontières. Cette évolution, elle est sans doute liée à la prise de conscience des périls globaux dont Sandrine Majan-Dubois a parlé ce matin. Et elle a trouvé sa première expression dans l'observation générale numéro 36, qui a déjà été évoquée, qu'a adopté le Comité des droits de l'homme en juillet 2017. Le Comité des droits de l'homme, il souligne que la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie. Lien entre environnement et dégradation de l'environnement et le droit à la vie. Et ajoute que les obligations des États parties au regard du droit international de l'environnement devraient donc éclairer la teneur de l'article 6 du pacte, qui porte le droit à la vie, et l'obligation qu'ont les États de respecter et de garantir le droit à la vie doit renforcer leurs obligations pertinentes au regard du droit international de l'environnement. Ainsi, si l'inaction des États et la non-application par eux des règles et des principes du droit international de l'environnement est susceptible d'être considérée comme une atteinte au droit à la vie, alors la non-application, la non-réalisation des obligations internationales des États en matière environnementale est susceptible d'engager leur responsabilité pour violation de l'article 6 du pacte. Quelques semaines plus tard, la Cour interaméricaine des droits de l'homme lui emboîte le pas dans un avis sollicité par la Colombie. La Cour confirme le lien établi par le comité entre protection des droits de l'environnement, entre protection de l'environnement et protection des atteintes au droit à la vie et au droit à l'intégrité personnelle, et affirme à son tour que le respect des principes du droit international de l'environnement, en vue notamment de prévenir des dommages transfrontières, est une exigence du droit international des droits humains. Ainsi, par une interprétation des instruments de protection des droits humains, les organes internationaux de garantie des droits de l'homme se sont reconnus juges du respect par les États de leurs obligations internationales environnementales, au moins de leurs obligations de caractère général et de caractère transversal. Elles ont, dans le même temps, adapté les conditions de recevabilité des requêtes à cette réalité nouvelle, mais faute de temps, je n'en parlerai pas, mais c'est une évolution qui va de pair avec cette reconnaissance-là, ce qui a évidemment ouvert la voie à des actions contentieuses devant les juridictions internationales des droits de l'homme contre des États qui n'auraient pas respecté des règles essentielles du droit international des règles essentielles du droit international de l'environnement. C'est une évolution déjà réelle, puisque différentes affaires ont été portées devant les juridictions internationales, et tout particulièrement devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui consiste, in fine, à contester le non-respect par les États de leurs obligations au titre de l'accord de Paris. Surtout, cette évolution s'inscrit dans un dialogue des juges qui conduit à une circularisation des solutions qui, in fine, favorise l'application du droit de l'environnement. C'est ma deuxième affirmation. Pour apprécier la contribution des juridictions internationales à l'application effective du droit de l'environnement, il faut, me semble-t-il, dépasser une approche purement casuistique, parce que la contribution du juge international ne résulte pas d'abord du constat par le juge de la violation par un État de ses obligations dans une espèce donnée, mais s'inscrit dans un ensemble jurisprudentiel complexe dans lequel le juge international donne du poids aux règles existantes et développe du fait d'un phénomène de fertilisation croisée, des règles nouvelles qui portent ou qui pèsent directement sur la mise en œuvre du droit de l'environnement, du droit international de l'environnement. Ces règles sont ensuite, par un second phénomène de ruissellement, fertilisation croisée, ruissellement, appliquées dans un second temps par d'autres juges, et tout particulièrement par le juge national qui dispose des moyens matériels de leur donner effet. Le phénomène de fertilisation croisée trouve une manifestation particulièrement évidente
avec la diffusion du devoir de diligence due et du principe de prévention qui en découle. Énoncé au principe 21 de la déclaration de Rio, de la déclaration de Stockholm, au principe 2 de la déclaration de Rio, pardon. L'obligation pour les États de mettre en œuvre la diligence requise pour éviter que les activités qui menées sur leur territoire ne portent préjudice à l'environnement d'autres États ou de zones ne relevant de la juridiction d'aucun État, a été reconnue comme une obligation coutumière en 2010 par la Cour internationale de justice dans son arrêt sur l'affaire des usines de pâte à papier, dans lequel la Cour indique que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine dans la diligence requise de l'État sur son territoire. Cette affirmation-là est rapidement reprise par la Chambre des fonds marins dans son avis consultatif de 2011, par le TIDN dans sa formation plénière dans son avis consultatif sur la pêche INN en 2015, par le tribunal arbitral constitué dans l'affaire de la mer de Chine méridionale en 2016. Finalement, la solution se généralise très rapidement et elle s'accompagne surtout, et c'est là que se situe la fertilisation croisée, de l'affirmation d'obligations positives à la charge des États, d'obligations qui pèsent sur la manière dont les États appliquent le droit, sur la manière dont ils réalisent leurs obligations internationales. Dans l'affaire des usines de pâte à papier, la Cour indiquait déjà que les États, en vertu de du principe de prévention, de leur obligation, du devoir de diligence auquel ils sont soumis, doivent adopter des normes et des mesures appropriées. Ils doivent aussi exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre et un contrôle administratif des opérateurs publics et privés, en assurant en particulier une surveillance continue des activités sur leur territoire. 5 ans après, le tribunal du droit de la mer, le tribunal international du droit de la mer, ajoute que non seulement les États doivent se doter d'une législation adéquate, mais ils doivent prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de ces réglementations. Obligation d'adopter des normes, obligation de prévoir des sanctions appropriées. À cela s'ajoute l'obligation pour les États de n'autoriser des nouvelles activités qu'à la condition que soit réalisée préalablement une étude d'impact environnemental. La Cour le dit déjà en 2010, elle le répète en 2015 et l'ouvre à toute activité et non pas seulement aux activités industrielles, et complète la liste par une obligation d'informer et de consulter de bonne foi les États susceptibles d'être affectés lorsque le résultat de l'étude d'impact montre que les dommages sont prévisibles. Ainsi, on se retrouve avec une série d'obligations: surveillance par l'État des activités placées sous son contrôle, obligation de légiférer, obligation de sanctionner, obligation de mener une étude d'impact. Tout ceci, toutes ces obligations, légiférer, sanctionner, se concerter mutuellement, toutes déduites par les juridictions internationales du devoir de diligence et du principe de prévention, participent par elles-mêmes à la réalisation des obligations de fond. L'État qui met correctement en œuvre ces obligations-là, ces obligations précises, ces obligations positives, est mieux à même, évidemment, de respecter son obligation de prévention des dommages transfrontières et son devoir de diligence. Ceci, d'autant que par un phénomène de ruissellement, elles influent sur la pratique des juridictions des droits humains et, in fine, du juge national. La circulation des solutions entre juridictions internationales, on peut dire qu'elle suit une direction qui, de manière générale,
va des juridictions internationales compétentes pour trancher des différends interétatiques vers les juridictions de droits de l'homme. Dans son observation générale numéro 36, le Comité des droits de l'homme a ainsi indiqué, après avoir établi ce lien entre respect du droit international de l'environnement et prévention des atteintes à la vie, que la capacité des personnes à jouir du droit à la vie, et en particulier de la vie dans la dignité, dépend des mesures prises par les États parties pour protéger l'environnement contre les dommages et la pollution. À cet égard, les États parties devraient utiliser de manière durable les ressources naturelles, réaliser des études d'impact sur l'environnement pour les activités susceptibles d'avoir des incidences écologiques notables, notifier aux autres États les catastrophes naturelles et situations d'urgence, et prendre dûment en considération le principe de précaution. La Cour interaméricaine utilise la même liste: prévenir des dommages significatifs, réglementer, surveiller, réaliser des études d'impact environnemental, agir en tenant compte du principe de précaution. Toutes ces obligations-là, toutes avaient été préalablement dégagées par le juge international dans les affaires que je vous ai citées auparavant. Elles avaient toutes été reconnues comme étant des obligations coutumières, ou au minimum comme étant une obligation coutumière naissante du droit international par la Chambre internationale des fonds marins s'agissant du principe de précaution. Le ruissellement donc s'effectue dans ce sens-là. Le fait même que les juridictions interétatiques, et tout particulièrement la CIJ, le TIDM, aient constaté l'existence de normes et surtout affirmé la nécessité de les respecter, a pour effet qu'elles sont plus facilement reprises par des juridictions dont la compétence n'est pas d'abord celle de trancher des différends environnementaux, par les juridictions de droits de l'homme. Et le ruissellement ne s'arrête pas là. Une fois consacrées par le juge international, les obligations sont de surcroît mobilisables plus facilement devant le juge national. Celui-ci dispose, et les plaideurs, les requérants devant lui, disposent d'arguments qui, s'agissant de telles normes, permettent de les utiliser au minimum pour l'interprétation du droit national, et c'est ce qu'a montré l'affaire Urgenda dont on a parlé déjà, du moins le jugement qui a été rendu en première instance dans cette affaire-là, dans lequel le tribunal d'arrondissement de La Haye a interprété le duty of care du droit néerlandais à la lumière de règles qui ont été conçues pour les relations d'État à État, et tout particulièrement à la lumière de l'obligation de due diligence, du devoir de prévention, qui s'impose dans les relations interétatiques. Mais cela va au-delà, dès lors que les règles en question, les règles du délit de l'environnement, sont reprises par le juge international des droits humains, puisque là, le juge national a la possibilité de considérer qu'elles sont invocables directement par les particuliers, directement comme des éléments du droit à la vie, comme des éléments du droit à la vie privée et au domicile, comme des éléments du droit de propriété peut-être, ce qui est également illustré par l'affaire Urgenda, du moins par la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de La Haye, puis par la Cour suprême des Pays-Bas, qui a ordonné, qui ont confirmé la décision de première instance, d'ordonner à l'État des Pays-Bas de réduire plus drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre qui ne l'avaient décidé auparavant. Et ceci a, au demeurant, été repris, presque mot pour mot, par le tribunal de Bruxelles dans son jugement du 17 juin 2021, et qui a justifié la condamnation par lui de l'État belge et des régions wallonnes et flamandes.
qui n'avaient pas pris de mesures suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et qui, en conséquence, ont porté atteinte, ont méconnu leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'homme et au titre de l'obligation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit au domicile, du droit à la vie privée et au domicile. Ainsi, et je terminerai là, je pourrais respecter, se déploie une jurisprudence en 3 temps. Les juridictions interétatiques précisent les normes inconventionnelles et consacrent l'existence de normes coutumières portant notamment sur la manière dont les États mettent en œuvre leurs obligations générales de diligence. Deuxième temps, ces normes se diffusent ensuite dans le droit international des droits humains. Et troisième temps, sont appliquées par le juge national qui les considère comme étant d'effet direct, puisque leur respect est désormais un élément des droits humains. L'ensemble, évidemment, participe à améliorer sensiblement l'effectivité du droit international de l'environnement, ou tout au moins de ses règles matricielles, de ses grands principes, le juge interne ayant, contrairement aux juridictions internationales, à sa disposition des mécanismes de sanction et d'exécution de ses décisions. C'est dans ce contexte que l'on doit apprécier les demandes d'avis qui ont été présentées au cours des dernières semaines au TIDM, à la CIJ et à la Cour interaméricaine sur les obligations des États en matière climatique. En eux-mêmes, les avis qui seront rendus ne liront pas les États, mais les précisions et clarifications qui pourront être apportées par ces 3 tribunaux devraient amplement conditionner leur action future sous le regard vigilant du juge des droits de l'homme et du juge interne. Bien, merci beaucoup pour un exposé très, très clair et très, très dynamique qui a bien montré comment les choses se développaient à partir du doute que le recours au juge international aurait été possible il y a quelques dizaines d'années, probablement, mais il s'est finalement développé devant la Cour internationale de justice de manière non négligeable, avec tout de même cet arrêt très important, enfin 2 arrêts très importants, notamment les pâtes à papier et puis les baleines. Et alors, effectivement, ce qui est assez frappant, c'est le nombre considérable d'accords dont a parlé ce matin Sandrine, avec le peu de mécanismes permettant d'aller devant la Cour internationale de justice. Pratiquement très peu de clauses compromissoires et pratiquement pas. Il se trouve que, par ailleurs, les États en cause n'ont pas souscrit à la clause de juridiction obligatoire. Et seulement 2 compromis, mais enfin, ça encore 2 compromis, on est dans le ratio à peu près habituel. Alors, vous dites d'ailleurs qu'il est douteux que ce contentieux se développe. Ça, en réalité, on n'en sait rien, parce que ça ne dépend pas de la Cour. La Cour, elle prend les affaires qui se présentent devant elle. Elle n'a évidemment aucun pouvoir d'aller chercher le client, même si on peut naturellement trouver dans certains arrêts des clins d'œil appuyés pour une invitation, mais enfin, ça, non. Elle ne peut rien. Je ne partage pas ce pessimisme, parce que j'observe que les États vont quand même, ces derniers temps, très, très volontiers devant la Cour. Donc, pourquoi pas dans des affaires d'environnement, d'autant que, et ça, j'ai trouvé très, très intéressant, que vous avez très bien montré ce développement d'un raisonnement consistant au fond consistant à dire que le respect du droit de l'environnement est une exigence de protection des droits de l'homme. Alors là, évidemment, ça ouvre la voie à tout un contentieux possible, et qui d'ailleurs c'est largement réalisé. J'ai trouvé très, très intéressante, évidemment, cette idée de fertilisation croisée, c'est tout à fait pertinent. Et puis ces 3 temps de la juridiction pour aboutir finalement. Mais alors, en tant qu'internationaliste, je regrette toujours un peu qu'on dise l'aboutissement, c'est qu'on peut saisir le juge interne. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse dire l'aboutissement, c'est qu'on peut saisir le juge international. Mais enfin, bon, ça, ce sera peut-être pour plus tard. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant, je
vais passer la parole à M. Andrea Paulus, qui est professeur à Göttingen, mais qui a surtout été, surtout été, un juge de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne. Et c'est cette expérience d'une très haute juridiction et de très haute fonction dans le système allemand qui va lui permettre de nous parler d'une décision très importante dont tout le monde a parlé, même les non-spécialistes du droit de l'environnement, comme je le suis, connaissent cette décision. Et donc, nous allons maintenant vous écouter avec grand plaisir pour environ 20-25 minutes. Enfin.